Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une théorie un peu flippante qui pourrait nous amener à se demander si le pays d'Wano ne serait en réalité qu'une ville fantôme, et si tous les habitants de ce pays étaient morts ou liés d'une manière ou d'une autre à la mort. C'est la grande question que je me suis posée et on va essayer d'analyser tout ça ensemble. Donc c'est parti. Depuis le début de cet arc, tout paraît étrange. Comme je vous l'avais expliqué dans les prédictions de Wano, Oda insère dans la plupart de ses arcs une malédiction lancée sur son peuple. Thriller Bark est le parfait exemple pour illustrer la malédiction qui hantait les habitants de cette île, et qui était transformée en zombies grâce au pouvoir de Moria et l'aide du docteur Hawkback. Ma première erreur avait donc été dans un premier temps d'associer cette malédiction aux vampires, dû au lien que j'établissais avec Mihawk, l'équipage du Croissant de Lune qui semblait posséder des dents de vampire et qu'on revoit par ailleurs dans l'arc Wano. Et enfin, Orokurokubi en parallèle d'Orochi Orochimaru dans Naruto. Cependant, dans l'arc Wano, une toute autre espèce pourrait être identifiée à ce peuple, car avec l'avancée des chapitres, Oda montre très clairement avec insistance un lien qui semble être établi non pas avec les vampires, mais bel et bien avec les fantômes. Et en effet, nous allons voir qu'à partir du moment où nous sommes entrés sur cette île, nombreuses ont été les références qui nous ramenaient à ces esprits surnaturels. Le terme fantôme sera alors employé à plusieurs reprises et par plusieurs personnages pour désigner plus particulièrement le clan Kozuki. Au chapitre 916, Oldem ouvre le bal en les surnommant de cette manière. Kiyoshiro désigne ce clan comme des esprits revenant d'entre les morts pour venger leur maître. Idem avec les partisans du clan Kozuki découvrant les tracts, Law s'adressant à Luffy devant les tombes des Kozuki. Ce à quoi Luffy réenchérit en s'interrogeant sur le fait qu'ils soient véritablement des fantômes ou s'ils sont encore bien vivants. Kinemon emploie ces mêmes mots pour se désigner eux-mêmes. Sans aucune raison particulière, Oda représentera Tsuru dans une position similaire à celle qu'illustrent les grands peintres pour représenter les positions des fantômes. Et enfin avec Orochi qui voue une véritable obsession et phobie pour ce terme. De cette omniprésence du terme fantôme esprit, l'intrigue se déroule alors dans un cimetière orné des tombes du clan Kozuki. Oda ajoute dans le même thème un nouveau mystère qui entoure cette fois-ci une nouvelle ville, celle du cimetière du Nord, où l'on apprend que les fantômes qui ont causé tant d'agitation sont réapparus. C'est ici qu'Oda donne le ton et marque l'importance de la mort et l'esprit surnaturel de cet arc. Ainsi, en portant plus attention à cette notion, on découvre une insistance portée au fait que tous les samouraïs, quels qu'ils soient affiliés à Oden, sont censés être bel et bien morts. Concernant la famille Kozuki et les 9 fourreaux rouges, Kiyoshiro affirme que la femme d'Oden a rendu l'âme devant le château. Orochi, lui, nous confirme qu'ils sont tous censés être morts, ainsi qu'Oden. Quant à Kinemon, il précise que c'est en les pensant morts qu'ils peuvent ainsi passer inaperçus. Concernant les samouraïs et alliés d'Oden, l'enseignante répond aux enfants que tous les méchants sont morts. Le Tengu atteste que les samouraïs qui les protégeaient ont été défaits. Au chapitre 918, Kiyoshiro précisera que les morts ne peuvent rien faire et que ce clan a été décimé entièrement par le feu durant l'incendie du château d'Oden. Shinobu, quant à elle, affirmait la mort d'Hyogoro le Fleuri. Les sbires d'Orochi se moquant de lui en pensant assurément que ce clan avait été décimé entièrement. Enfin, Yasu, anciennement daimyo d'Akumai, aux yeux de tous était censé lui aussi ne plus être de ce monde. Alors pourquoi Oda insiste-t-il autant sur l'importance des fantômes à Wano, et de quelle manière cela pourrait avoir un impact sur l'histoire? Pour comprendre, il faut continuer et étudier la signification du mot fantôme dans les légendes japonaises, car en effet, il porte une grande symbolique dans les croyances et les mythes japonais. C'est ce que l'on nomme dans un premier temps les yokai, un type de créature surnaturelle, souvent représenté comme un esprit malfaisant ou simplement malicieux. Il en existe une grande variété, et c'est cela qu'on va désormais étudier à travers One Piece, car Oda nous illustre une grande partie de ses références dans l'arc Wano. Depuis le début, c'est le point central de cet arc. L'un des protagonistes de Wano a même été rencontré durant la toute première expédition des Mugi dans le Nouveau Monde, Kinemon, alias le renard de feu, qu'on pourrait aujourd'hui associer au Kitsune, le yokai du renard ayant la particularité de changer de forme et souvent lié à la divinité Inari comme étant son messager. Ainsi, arrivé sur l'île de Wano, l'un des premiers visages à faire l'ouverture du rideau se trouve être celui d'une femme portant un masque et jouant du shamisen. Cette iconographie intrigante, on la retrouve dans le folklore japonais se présentant sous forme de chat nommé le Nekomata, considéré
considéré comme fantôme légendaire. C'est au cours de la période Edo que le Nekomata prenait l'apparence d'une femme humaine, vêtue telle une geisha et jouant du shamisen. Il m'a donc paru étrange de voir que le premier personnage à faire l'ouverture de l'arc soit présenté comme un fantôme, mais ce n'était pas le seul. Dès son arrivée sur Wano Kuni, Luffy fait la rencontre d'un chien nommé Komachiyo. Celui-ci est en réalité une inspiration directe du yokai appelé le Koma Inu, protecteur et gardien de l'entrée des sanctuaires et des torii. On y fait également la rencontre du Tengu, défini dans les légendes comme un fantôme en colère et un esprit malin, ainsi que le gardien des lieux sacrés et d'une montagne. Oda ajoute ensuite la présence d'une Rokurokubi avec l'enseignante au service d'Orochi, ayant la particularité de pouvoir allonger son cou. Enfin, dans les derniers chapitres, on nous confirme bel et bien que Kawamatsu est quant à lui la représentation du yokai nommé le Kappa, décrit comme un génie ou un diable au teint d'eau. Par conséquent, au-delà du fait qu'Oda attache une très grande importance au mot fantôme, il illustre même des êtres de légende à ses personnages, appuyant à nouveau le fait que Wano soit tant associé à ces êtres surnaturels. Pourtant, cela ne signifie pas pour autant qu'ils soient tous morts. Alors y aurait-il une raison ou un moyen à ce qu'ils le soient vraiment? Eh bien, dans le folklore japonais, après les yokai, il existe une évolution de celui-ci. C'est ce que l'on nomme le yurei. Selon les traditions anciennes, chaque corps possède une âme. Lorsque la mort vient, dans la plupart des cas, des funérailles sont établies pour le corps du défunt, ce qui libère automatiquement l'âme et lui permet de se retirer en paix. Cependant, dans certains cas de figure, l'âme ne trouve pas le repos et échappe à son destin. Il reste alors dans le monde des vivants, entre la vie et la mort, à errer et à tourmenter les hommes sous leur forme spectrale. C'est cela que l'on nomme les yurei, littéralement les esprits indistincts. Les raisons qui poussent ces âmes à ne pas trouver le repos peuvent varier, mais il en existe trois principales. Par mort violente, comme le meurtre, le suicide, ou un accident, par le fait que les rites funéraires n'ont pas été ou incorrectement effectués, ou encore que la personne meurt en étant animée de sentiments puissants tels la haine, la peur, l'amour, le désespoir, la vengeance, ou dans l'attente d'une promesse ou d'une chose bien particulière. Alors désormais, quel lien avec One Piece? Plusieurs personnages rencontrés à Wano pourraient justifier d'être des yurei, c'est-à-dire des esprits n'ayant pas réussi à trouver le repos. Et c'est avec le premier personnage que rencontre Luffy sur sa route, donc Otama, qu'on pourrait le comprendre. En effet, elle a par le passé noué des liens avec Ace et souhaitait rejoindre son équipage. Le Tengu nous explique que c'est pour cette raison que cet enfant doit attendre ici et ne peut aller vivre ailleurs pour honorer la promesse qu'Ace lui avait faite de revenir au pays. Et c'est ici que cette phrase peut prendre un sens totalement différent si on associe le fait que le peuple de Wano soit des fantômes. Car l'une des raisons qui pousse ces âmes à ne pas trouver le repos pourrait résulter d'une promesse non tenue. Ici, c'est exactement le cas avec Otama, et un détail peut appuyer cet argument. Lorsque le Tengu raconte l'histoire de son village et de leur rencontre avec Ace, celui-ci précise que c'est au moment où ils allaient lâcher prise, soit sur le point de mourir, qu'ils ont fait la rencontre inopportune de cet équipage qui leur ont permis de manger et ainsi survivre. Cependant, il est possible de voir cela sous un autre angle et ainsi comprendre qu'ils pouvaient véritablement être morts à ce moment précis et que leur âme n'avait pas encore quitté cette île. De plus, il faut garder en tête que le Tengu et Otama sont les deux seuls survivants de ce village, tout le reste ayant été décimé. Si l'on part du principe où ces deux personnages sont des yurei, alors le Tengu serait celui qui ne peut pas partir car il protège Otama et ne pourra reposer en paix uniquement lorsque l'âme de cet enfant s'en ira. Et pour que cela puisse arriver, Otama devra à son tour trouver la paix intérieure et faire le deuil de la promesse qu'Ace ait pu lui faire par le passé. Et pour ce faire, seul Luffy sera en mesure de la réaliser. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup que si cela arrive, Otama puisse retrouver Ace au paradis, entre guillemets, et ainsi réaliser son plus grand rêve, faire partie de son équipage. Mais ça, c'est seulement un scénario que j'ai imaginé, donc revenons à l'essentiel. Si Otama et le Tengu seraient des yurei, soit des âmes n'ayant pas réussi à trouver le repos, ce n'est pourtant pas les seuls personnages à qui l'on pourrait associer cette légende. Et en effet, ce n'est ni plus ni moins qu'avec notre groupe principal du clan Kozuki qu'on pourrait alors comprendre que le mot fantôme n'est pas si dérisoire que ça. Et ça, nous allons le comprendre avec la légende qui pourrait leur être associée, c'est-à-dire celle des 47 Ronin. Mais pourquoi s'intéresser à cette légende? Car le premier personnage à être associé à ce mot est bien évidemment Zoro. C'est de cette manière qu'il est présenté sous sa fausse identité dès le premier chapitre de Wano, et à plusieurs reprises dans la suite des chapitres. On peut le retrouver ici
ou encore ici. Au Japon, le ronin signifie littéralement homme errant ou homme vague. Ce sont d'anciens samouraïs sans maître exclus de la société japonaise. Plusieurs raisons justifient cela, la mort de leur seigneur, leur propre faute ou leur défaite au combat devenant ainsi en quelque sorte des parias. Cette description correspond parfaitement à celle qu'Oda a faite du clan Kozuki. Et ce n'est pas un hasard car au Japon c'est un sujet particulièrement traité grâce à l'histoire mondialement connue des 47 Ronin. Un groupe de samouraïs laissés sans chef après la condamnation de leur seigneur au seppuku par les shoguns, après que celui-ci se soit battu contre Kira, un maître des cérémonies. Pour venger la mort de leur seigneur, ces 47 samouraïs devenus Ronin après avoir perdu leur maître se sont mis en tête de préparer un raid contre l'homme qui était à l'origine de sa mort. Dans One Piece, cette vendetta rappelle forcément l'histoire des 9 fourreaux rouges et serviteurs du clan Kozuki voulant venger leur maître Oden, comme l'a prophétisé Toki. Et cette référence se confirme bel et bien grâce au mot employé par Kinemon, qu'il nomme le raid d'Onigashima, la notion de raid étant utilisée par les 47 samouraïs durant leur assaut. Enfin, le seigneur des 47 Ronin avait pour titre le daimyo, soit le même titre honorifique qui désignait Oden, le daimyo de Kuri. Par conséquent, il est fort possible qu'Oda mette en place une vendetta similaire à celle de la légende historique japonaise. Mais quel rapport avec les fantômes? Comme dit précédemment, 3 choses faisaient qu'une âme ne puisse pas trouver le repos et devienne un yurei. L'une d'elles était d'être animée par un sentiment de haine ou encore de vengeance. Et ici, c'est exactement le cas. Le clan Kozuki souhaitait venger leur maître et réouvrir Wano Kuni au monde extérieur. Cependant, un indice supplémentaire pourrait nous amener à penser que la mort serait leur destinée. Car la particularité qui a fondé la légende des 47 Ronin est qu'après avoir vengé l'honneur de leur maître, ces hommes se sont donné la mort par seppuku, honorant le rituel des samouraïs. Ainsi, à la fin de l'arc, après avoir vaincu ceux qui ont tué leur maître, ces samouraïs du clan Kozuki pourraient alors partir dignement comme la loi du Bushido l'indique. Ce qui nous ramènerait alors à la toute première scène qui a introduit l'arc Wano Kuni, le fameux seppuku de Zoro, lui-même surnommé le Ronin. Et c'est ici que tout peut prendre sens au sujet de notre cactus national, car il y a un détail sur lequel j'insistais vivement dans mes précédentes théories, le fait que Zoro soit lié à la mort. En effet, depuis sa plus tendre enfance, Zoro s'est vu confronté au décès de son ami Kuina qui sera à l'origine de sa volonté actuelle. Ce but qu'il s'est fixé se fait à travers sa victoire contre Mihawk, plus grand épéiste au monde, au look et à l'allure sombre et mortuaire. Par ailleurs, c'est justement dans son environnement que Zoro effectuera son entraînement durant les 2 ans d'ellipse. Une île au lourd passé, puisqu'on y retrouve encore les traces de sa terrible guerre civile, dont il restera des ossements dispersés un peu partout, et une gigantesque croix en bois surplombant le terrain. Mais c'est également ici qu'il sera accompagné de Perona, l'autoproclamée princesse fantôme, surnom que l'on peut associer à son fruit du démon puisque son pouvoir lui permet d'en faire apparaître à son bon vouloir. Par la suite, Zoro deviendra le propriétaire d'un des célèbres Kitetsu, un sabre dit maudit prédisant que tout sabreur portant cette lame verra un destin funeste s'abattre sur lui, soit la métaphore même de l'épée de Damoclès. Plus tard, un lieu atypique caractérisera Zoro, celui du cimetière. En effet, la première destination de Mugiwara sur Grand Line se trouverait être Whiskey Peak. C'est dans ce lieu surplombé de milliers de tombes que Zoro se battra contre 100 chasseurs de primes. À Thriller Bark, c'est dans une ambiance d'épouvante qu'il obtiendra le trésor sacré de Wano Kuni et fera la rencontre des restes de son défunt propriétaire, le légendaire Ryuma. À la fin de l'arc, c'est dans un cimetière que Zoro décidera de faire ses adieux à son sabre, le Yubashiri. Enfin, la fameuse cover du chapitre 784, qui avait fait tant de bruit à l'époque, reliait une nouvelle fois Zoro à un cimetière. De tous ces indices, cela m'avait donc permis de prédire que Zoro serait lié au cimetière du Nord dans l'arc Wano Kuni. Et c'est désormais chose faite puisque sa destination a bel et bien été ce lieu. Ce qui nous ramène à la légende qui entourait ce cimetière. Les fantômes étaient de retour. Cette énigme, je la relie à une de mes reviews, aux mots prononcés par Zoro dans l'arc Zou. Ce qu'à son arrivée sur Wano, il rassemblerait les samouraïs. Désormais, si nous lions la légende des 47 Ronin et les fantômes du cimetière du Nord au fait que Zoro veuille rassembler les samouraïs, cela pourrait alors signifier que le chef de cet assaut soit par la suite Zoro, dressant une armée de guerriers fantômes contre celui à l'origine du chaos à Wano, j'ai nommé Orochi. Et il n'est pas anodin que j'emploie et associe les mots guerrier et fantôme à Zoro, puisque de cette combinaison est née la définition même du mot Ashura dans le bouddhisme, puisqu'il s'agit de yokai présentés comme des guerriers morts au combat
qui sont ensuite devenus des gardiens de la loi bouddhique. Pour Sylvain Jolivalt, les Asuras seraient des yokai, adorant sans cesse se consacrer à la guerre. Ils vivaient sous terre et dans les abysses. Ainsi, de ces définitions, nous pourrions alors imaginer que Zoro parviendrait à lever une armée de samouraïs fantômes, localisés au cimetière du Nord et du clan Kozuki, menant ainsi de la même manière la vendetta orchestrée des 47 Ronin légendaires. Désormais, la partie qui va suivre est à prendre avec des pincettes puisqu'il s'agit là que d'une idée personnelle qui m'est venue. Car je me suis demandé quel autre intérêt pour Zoro de venger ce clan contre Orochi, si ce n'est pour un intérêt personnel qu'il pourrait accomplir par la même occasion. J'ai donc repris les 3 raisons au fait qu'un humain puisse devenir un Yurei. La première, une promesse non tenue que j'ai liée à Otama. La seconde, la vengeance liée au clan Kozuki. Et la dernière était une mort accidentelle et inexpliquée. Et c'est ici que mon idée a pris forme. Car quel est le personnage ayant eu une mort accidentelle et mystérieuse, tout en étant lié à Zoro, et qui lui a transmis le rêve de devenir le plus grand épéiste au monde? Bien évidemment, il s'agit de Kuina, l'un des personnages les plus mystérieux et dont beaucoup ont espéré un jour avoir une explication sur sa mort what the fuck. Mais quel serait l'intérêt de la voir ou même de revenir sur son passé? Si son accident n'en est pas un, alors il pourrait bel et bien s'agir d'un assassinat. Et si tel est le cas, son meurtrier pourrait se trouver nulle autre part qu'à Wano. Mais qui pourrait-il être et pour quelle raison? Concernant la raison, 4 choses m'ont guidé vers cette pensée. La première est bien évidemment le fait que Wano est un pays de samouraïs. Il s'agit du principe même du dojo et de l'art dans lequel excellait Kuina, puisqu'elle se rêvait à son tour d'être la plus grande épéiste de ce monde. Ce n'est pas tout, puisque le sabre de Kuina se nommait le Wado Ishimonji, soit la route de l'harmonie, de la même manière que Wano Kuni se traduit le pays de l'harmonie. La seconde par la mise en avant perpétuelle de Zoro dans cet art, notamment via son seppuku, rite majeur pour les samouraïs, ses rencontres avec des personnages cités tels Tonoyasu et Iori, ou encore comme étant le premier personnage de tout l'arc Wano Kuni à avoir tenté d'attaquer le shogun Orochi. La troisième est un lien que l'on peut faire entre Kiyoshiro et Wano Kuni. En effet, c'est lui qui a appris à Zoro qu'il existait des samouraïs capables de ne rien trancher, soit les mêmes termes employés par Hyogoro. De l'autre, on retrouve l'emblème des épées croisées de son dojo dans un flashback de Yasu. Enfin, la quatrième est celle qui m'a amené à imaginer la raison de l'assassinat d'une si jeune enfant. Elle aurait pu posséder du sang Kozuki par sa mère. Ainsi, cherchant à exterminer tous les Kozuki de ce monde, quelqu'un aurait été envoyé pour la tuer. Ce qui a généré la question suivante, qui aurait pu orchestrer ça? Et j'en suis arrivée à l'hypothèse d'un sbire d'Orochi ou Orochi lui-même. Explication. Nous avons eu la confirmation qu'Orochi était inspiré du mythe Yamata no Orochi. De cette légende, il nous est raconté qu'il fut vaincu par Susanoo. Cette histoire faisait donc écho à celle de l'hors-série créée par Oda autour du personnage de Ryuma. Ainsi, l'histoire se répéterait et Zoro pourrait être celui à même de tuer Orochi. Et les derniers chapitres ont l'air d'aller dans ce sens, puisqu'on peut désormais voir très clairement la haine que Zoro voue envers Orochi, et ce pour plusieurs raisons. De par la mort de Yasu, pour les séquelles infligées par les Smailles au peuple des Bissus, pour Iori et Otoko, et d'un point de vue théorique, probablement pour le secret entourant le cimetière du Nord. De tout cela, Kuina serait alors la cerise sur le gâteau et ne ferait qu'une pierre de coups pour tuer Orochi. Mais alors de quelle manière Orochi pourrait-il être tué? Désormais, la théorie va s'arrêter ici car ce qui va suivre est davantage un scénario qui m'est venu il y a de ça plusieurs mois déjà. Donc vous allez peut-être rire, mais je peux vous assurer que ce que je vais vous raconter n'est que pure vérité. Je dois dire que j'ai hésité longuement avant de vous raconter cette histoire assez dingue, mais j'ai préféré être sincère et vous l'exposer comme ça s'est passé, plutôt que faire passer ça pour une théorie. Alors, comment vous expliquer ça? Donc, j'ai fait un rêve, oui, un rêve. Pour vous illustrer mes souvenirs, je me suis dit que j'allais tenter de vous faire des dessins pour que vous puissiez un peu plus vous plonger dans ce scénario. Donc, dans mon rêve, je voyais Orochi dans une pièce au sous-sol de son château, dans le noir avec plein de bougies et les centaines de poupées en bois au mur typiquement japonaises. Orochi était de dos, en sueur, et priait ses poupées en chuchotant des mots pour le protéger des fantômes. Il était effrayé, puis tout à coup s'est retourné, et c'est alors que des ombres se sont approchées. Orochi hurlait, pleurait et suppliait de l'épargner. Il s'excusait et disait qu'il voulait pas. Apparaît alors le visage de ces ombres qui étaient en réalité toutes les âmes de Wano et tous les fantômes du clan Kozuki, dont celle de Kuina qui venait chercher l'âme d'Orochi. Vous savez, un peu comme le film Ghost pour ceux qui connaissent. Orochi se mit alors à hurler et tout à coup, écran noir.
En réalité, Orochi n'avait pas bougé d'un iota. Tout ça ne se passait que dans sa tête, et il était en quelque sorte emprisonné comme avec le pouvoir d'Itachi et du Sharingan dans le manga Naruto pour ceux qui connaissent. En fait, il était figé à l'intérieur d'une sorte d'illusion, due à l'effet du pouvoir de la lune et à l'œil de Zoro. Orochi était donc littéralement mort de peur. Bref, tout ceci était mon rêve, ça peut paraître fou, mais c'est ce dont j'ai rêvé et ce jour-là, je l'ai donc raconté à notre cher Goji. Un mois plus tard, après ce rêve, le chapitre est publié et là, Brook annonce avoir découvert une pièce secrète dans le château d'Orochi avec une multitude de poupées Kokeshi à l'intérieur. Bon, alors là, je vous laisse deviner à quel point j'étais en PLS quand j'ai appris ça, c'est-à-dire cette tête. Alors je vous rassure, je crois pas vraiment aux rêves prophétiques ou ce genre de choses, mais je dois admettre que j'étais vraiment comme une dingue quand j'ai lu ça. Et le fait qu'Oda ait donné la précision que ces poupées étaient des Kokeshi m'a du coup permis de peut-être un peu plus étayer ce scénario. Car ces poupées ont plusieurs légendes. Au-delà d'être des jolis jouets pour enfants, elles avaient une histoire un peu plus sombre. La première était qu'il y a bien longtemps, les gens du village vivaient dans une très grande misère. Il pouvait arriver que les femmes tuent leurs propres enfants juste après la naissance pour ne pas les condamner à mourir de faim. Oda représente d'ailleurs parfaitement cette scène dans le village d'Ebisu. Pour chaque enfant ainsi tué, on fabriquait ce que l'on nomme une Kokeshi, afin que les gens n'oublient jamais que c'est grâce au sacrifice de ces enfants qu'ils avaient survécu. Mais une autre forme de Kokeshi existe, et colle parfaitement avec l'histoire d'Orochi et des Kozuki. On les nomme les Hina, des poupées ayant la particularité de chasser les mauvais esprits. Désormais, si on relie ça à la malédiction d'Orochi, alors il tomberait sous le sens que la scène finale puisse en réalité bel et bien se dérouler dans cette pièce au sous-sol, décorée de ces poupées, et ainsi voir Orochi invoquer ses gris-gris pour le protéger de la prophétie de Toki, soit donc des esprits des Kozuki. Et un indice pourrait appuyer cela, car la légende des 47 Ronin avait la particularité de se dérouler dans un lieu bien précis, le palais du shogun. La boucle serait alors bouclée, et ainsi la vengeance des Kozuki prendrait forme. Alors je sais pas vraiment si ce rêve était juste un simple rêve, mais en tout cas ça m'a aidé à écrire cette théorie, et si ça se réalise alors, je saurais pas quoi vous dire, ce serait assez dingue. Enfin bref, pour conclure cette théorie, je dirais qu'il paraît évident désormais qu'Oda souhaite mettre en lumière les fantômes dans cet arc, et qu'un lien étroit existe avec Zoro. Je ne sais pas si à proprement parler ces références sont à prendre au pied de la lettre, et en conclure que les habitants soient tous véritablement morts, ou soit des fantômes. Cependant, il reste probable que ces légendes servent à résoudre l'énigme qui entoure ce pays si mystérieux qu'est Wano, et qu'on comprenne davantage l'utilité à introduire ces mythes du pays du soleil levant, et peut-être même voir se réaliser à la fin de cet arc un seppuku commun du clan Kozuki pour honorer ainsi la tradition sacrée des samouraïs après avoir réussi à accomplir la volonté de leur maître. C'est donc la fin de cette théorie, j'espère qu'elle vous aura plu. J'aimerais tout de même, avant de conclure cette vidéo, vous ajouter un petit bonus que j'ai pas pu inclure directement dans cette première partie, mais qui est intéressant puisqu'un parallèle entre deux arcs peut se faire. En effet, la partie que l'on va traiter ici concerne un arc bien avant l'entrée de Wano, et même celle du Nouveau Monde, puisqu'Oda introduit l'énigme de plusieurs yokai et yurei au commencement et à la fin de l'arc Thriller Bark. Concernant la première référence, l'équipage va découvrir un mystérieux tonneau abandonné dérivant sur l'océan, et c'est ainsi qu'ils entreront dans ce que l'on nomme le triangle de Florian, un lieu étrange où règne un perpétuel brouillard que la lumière du soleil ne traverse jamais, et où chaque année des centaines de bateaux disparaissent dans ces eaux sans jamais en ressortir. À la fin, on découvre alors à travers l'épais brouillard des ombres indistinctes et mystérieuses sans jamais à ce jour n'avoir été révélées dans le manga. Désormais, si on relie ça au mythe japonais, on découvre que cette histoire est inspirée du yokai nommé l'Omibozu, une créature humanoïde colossale à la peau sombre avec d'immenses yeux brillants dans le noir, demandant aux équipages un tonneau qu'ils remplissent ensuite avec de l'eau de mer pour les noyer. Pour en savoir plus concernant cette légende, je vous conseille la vidéo de Goji qui traite de ce sujet plus en profondeur. Cette description est parfaitement à l'image des monstres mystérieux que l'on aperçoit à la fin de l'arc Thriller Bark. Plus tard, il faudra se rendre sur l'île des hommes-poissons où cette créature de légende sera illustrée avec le personnage de Wada Tsumi, membre de l'équipage de Vander Decken, le capitaine du célèbre Hollandais voleur.
volant, connu comme le bateau fantôme légendaire de tous les temps. Ici, la notion de fantôme est donc une nouvelle fois omniprésente. Mais Oda ne s'arrête pas là, puisqu'il crée une mini-aventure autour de ce personnage accompagné de Jinbei. Il est donc possible que dans l'arc Wano, cet Umibozu soit réinséré aux côtés de Jinbei, de la même manière que dans l'arc Whole Cake, et ainsi nous expliquer le secret se cachant derrière l'énigme du triangle de Florian. Concernant la seconde référence, il s'agit bien sûr de l'antagoniste principal de Thriller Bark. J'ai nommé Moria, puisqu'il fait son grand retour dans l'arc Wano accompagné de son acolyte Absalom. On apprend alors que celui-ci est mort et que Barbe Noire souhaite désormais recruter Moria dans son équipage. Il est intéressant d'ailleurs de noter que notre ex-Shichibukai avait par le passé déjà fait escale à Wano pour récupérer le corps de Ryuma, sans compter le fait qu'il a une dent contre Kaido pour avoir défait son équipage. Et en parlant d'équipage, c'est ce qui nous ramène à la troisième référence, puisque réapparaît justement à ce même moment Perona, logée actuellement chez Mihawk et qui souhaite sauver son maître. En plus d'être liée à Zoro, elle possède un pouvoir bien particulier puisqu'il était lié au fantôme. Enfin, la dernière référence se trouve grâce à un personnage insoupçonné, celui de Sindri, actrice de théâtre morte dans un accident mystérieux et qui possédait l'ombre d'une servante qui ne cessait de casser des assiettes. On pourrait penser qu'il n'y a pas grand intérêt à parler d'elle, et pourtant, l'histoire de son ombre est très intéressante puisqu'elle est tirée de la légende urbaine d'un Yurei, celle d'une servante travaillant au service d'un samouraï qui un jour, par accident, brisa une assiette d'un précieux service en porcelaine. Furieux, son maître entra dans une colère folle et la tortura pendant des jours, jusqu'au moment où, agonisante, elle réussit à s'échapper pour finalement se jeter dans un puits et se noyer. Depuis ce jour, chaque nuit, une voix sort du puits et compte une assiette, 2 assiettes, etc. jusqu'à 9, puis se met à pleurer. Et l'esprit de cette servante se nommait Okiku, soit le même nom qu'a décidé de donner Oda à un personnage de Wano, et quant au puits, on peut le retrouver avec Brook au même moment où il découvre ce fameux passage dans le château d'Orochi. On peut donc facilement voir à quel point Thriller Bark et Wano sont étroitement liés. Je ne sais pas vraiment si Oda utilisera volontairement ou non ces indices dissimulés par-ci par-là, et s'il y aura une véritable utilité à tout ça, comme expliquer par exemple l'énigme autour des ombres du triangle Florian, ou encore l'intérêt de revoir les antagonismes de l'arc zombie. Mais je tenais à vous en faire part ici, puisque le sujet s'y prêtait bien. Cette fois-ci, c'est véritablement la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout pour les plus courageux, et on se donne rendez-vous dans les prochaines théories. En attendant, prenez bien soin de vous.